Crépol, Philippine, Naël, les faits divers sont-ils devenus un outil de l'extrême droite? On a consacré une large couverture à cette question dans le magazine de l'UMA précédent, la semaine dernière. Pour en parler, on reçoit Caroline Constant, chef de la rubrique Média, et Tom de Margranja, journaliste web auparavant à la rubrique Média. L'idée, c'est surtout de comprendre comment certains faits divers sont traités, relayés, instrumentalisés, et quelles conséquences ça peut avoir sur le débat public et l'opinion publique et le débat démocratique. Caro, je vais commencer avec une question pour toi. Pourquoi les faits divers sont-ils devenus un terreau propice à des interprétations idéologiques, notamment xénophobes? Est-ce que c'est un phénomène nouveau déjà? Non, c'est pas un phénomène nouveau. Enfin, ça a toujours été plus ou moins le cas. Disons que là, dans un contexte où on a énormément de journaux, de médias qui appartiennent à des gens d'extrême droite, ça a pris une autre dimension en fait, quoi. Le fait de tirer un fait divers, d'en tirer une leçon de société a toujours été une réalité de la presse en fait, quoi. Hein. On peut le regarder. Je vais vous donner un exemple, qui est aussi un exemple littéraire en l'occurrence, mais je ne sais pas si les uns les autres vous avez lu La Petite Femelle de Jaénada, de Philippe Jaénada. Mais par exemple, le procès de cette femme dans les années 50 qui avait tué son amant, elle avait été littéralement jetée en pâture comme une mauvaise femme, en fait, parce qu'elle elle avait des relations hors mariage, parce que elle avait la volonté d'être une femme indépendante, elle suivait des études de médecine, parce que ceci et parce que cela. Ça disait quelque chose de la place de la femme dans la société et de la façon dont on la voyait. On est dans les années 50. Donc voilà, je pense que ça a toujours existé, et comme il a toujours existé, une façon vertueuse de traiter les faits divers en fait. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un fait divers? Et pourquoi c'est un terreau propice à des interprétations xénophobes et Tom. Tu veux que j'aille? Ouais, vas-y. C'est un terrain propice, on va dire, à une récupération et à une récupération notamment qui peut être raciste, xénophobe. Et c'est vrai que notamment la récupération par l'extrême droite et par la droite des faits divers vient tout de suite en tête. Déjà tout simplement parce qu'un fait divers n'apparaît pas de nulle part et donc est toujours lié, on va dire, à un contexte sociétale, politique, ce qui fait que tout simplement une récupération xénophobe, raciste d'un fait divers peut aussi partir du fait que le fait divers s'ancre justement dans un rapport raciste, xénophobe à la société. Les exemples les plus connus, on va dire, et dernièrement, c'est le meurtre de Naël Merzouk, le meurtre de Aboubacar Cissé très dernièrement, pardon. C'est des meurtres qui s'inscrivent, par exemple, pour le cas de Naël, sur un rapport de l'État, de la police, avec la population racisée, la population des quartiers populaires, et donc, de ce fait, amène à des questionnements sur un racisme qui peut être structurel, un racisme de la police. L'extrême droite, elle, peut nier justement ce côté raciste structurel et prendre le parti de la police qui amène d'autres questions et donc à un débat, à un combat idéologique. Sur le cas de Aboubacar Cissé, comme on l'a vu, d'un côté, il y avait la justice qui faisait son enquête et qui essayait de déterminer le caractère potentiellement raciste, islamophobe du meurtre. Là où l'extrême droite, la droite, certains membres du gouvernement ont essayé d'éjecter cette question immédiatement, là où des personnalités, des médias de gauche ont essayé de mettre ça sur la table, et notamment aussi les premiers concernés qui ont dit on en a marre d'avoir peur de mourir parce qu'on va prier, parce qu'on sort dans la rue, et de la manière dont on s'habille, etc. Et ça, ils le font par opposition ou par idéologie pure? La droite, la droite et l'extrême droite, quand par exemple on parle d'Aboubacar Cissé, de Naël, ils le font par opposition à la gauche. Est-ce qu'elle sous-entend non, ou c'est par idéologie pure? C'est de l'idéologie pure. Je veux dire, quand sur l'affaire Naël, comme sur la plupart des histoires de violences policières, il ne regarde jamais il criminalise directement la personne qui est victime, en fait. Et les flics sont donc des héros qu'on n'a pas compris. Rappelez-vous de toutes les horreurs qui ont été dites sur Naël et sur sa maman, par exemple, au moment de cette affaire, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires.
de violences policières, en fait, quasiment toutes d'ailleurs. Ils criminalisent beaucoup les gens qui viennent des quartiers populaires, ils criminalisent beaucoup les gens qui sont racisés. Mais par exemple, on les entend très peu sur les affaires de féminicide classiques, tu vois. Si t'as le féminicide de la jeune Philippine, par exemple, en fait, qui a été victime d'un viol qui a été assassinée par un type sous OQTF qui avait pu toute sa tête. Là, on en entend des tonnes et des tonnes. Mais Monsieur tout le monde qui assassine sa femme, sachant que ça fait système, tout ça, etc. Ça, on l'entend pas de leur part, quoi. Et on les entend très peu sur toutes ces questions qui font système, mais qui vont à l'inverse de leur valeur à eux, quoi. Tu vois, il y aura toujours des gens qui vont dire mais c'est de sa faute, elle avait qu'à pas s'énerver, ou voilà, c'est pas on en est quand même à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, le fait divers, c'est tous les jours, hein. Moi j'avais eu j'avais trouvé intéressant d'aller voir Fabien Roussel et Aymeric Caron, parce qu'ils sont tous les deux d'anciens journalistes, en fait, qui sont devenus des hommes politiques, et donc le passage, la façon dont ils le regardaient en passant de cet univers à un autre m'intéressait. Et en fait, les deux qui ont eu à traiter des faits divers disent avant tout, et c'est tellement juste, avant tout, le fait divers, c'est un drame. C'est quelque chose, voilà, il y a personne, quand on est journaliste, enfin quand on est un journaliste digne de ce nom, qui peut se réjouir de voir une gamine violée, assassinée, une autre assassinée, un gamin qui est victime d'un coup de couteau, tout ça, etc. Sauf que quand on parle de ces faits-là dans les quartiers populaires, je me montre parce que j'habite dans un quartier populaire. Quand on parle de ces faits-là dans les quartiers populaires, c'est tout de suite les sauvages entre eux. Et quand on en parle hors de ces quartiers populaires, en fait, ça rentre dans une espèce de roman qu'ils écrivent avec des méchants et des gentils, quoi. Il y a un fait qui est très, très, très important là-dessus, sur l'affaire de Crépol, en fait, avec ce jeune homme, Thomas, qui avait été assassiné à la suite pendant une fête dans une salle municipale. Il y a des journalistes du Monde qui ont fait une enquête rigoureuse, mais dont ils ne tirent pas de leçons, et surtout dont ils ne tirent pas de leçons sur il y a des méchants, il y a des gentils, et ces méchants sont racisés, et les gentils ne le sont pas, en fait. Ils se sont fait... L'enquête est vraiment impeccable, quoi. Ils se sont fait défoncer par la fachosphère. Défoncé. Alors que le travail journalistique qui a été mené, pour le coup, est incroyablement documenté. Parce qu'il ne répond pas à leur interprétation. Mais parce qu'il ne répond pas à cette interprétation qu'ils ont de la société, à dire en gros tous les gens racisés sont nos ennemis, en fait, et nous on est des espèces de héros qui résistons à une invasion. Enfin, c'est quand même... si on prend sur l'affaire de la petite Lola, par exemple, moi, il y a un des arguments de l'extrême droite qui m'a hyper choquée à ce moment-là, c'est ce serait pas arrivé, la gamine, si la dame qui a tué cette gamine, elle était sous OQTF, il aurait failli la renvoyer. Désolé les mecs, mais enfin, la dame, elle était surtout dingue, et elle aurait surtout dû être internée. Moi, qu'elle tue un enfant en France ou en Algérie, pour moi, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, c'est pas voilà, bref. Et on va aussi parler de la responsabilité des médias. Parce que ça faisait partie aussi de votre grosse enquête, gros décryptage, comme ceux de Bolloré. C'est quoi leur responsabilité à ces médias-là ? En général ? Ouais. Les médias en général ont un rôle qui est très particulier, qui est un peu bâtard sur les faits divers, parce qu'un fait divers a toujours un rapport à l'affect, à la morale, et donc est toujours un point de bascule, que ça soit au niveau familial, au niveau local, et des fois au niveau national, en fonction de l'affaire et de l'ampleur que ça prend. Donc que l'on soit un journaliste d'un journal local, comme un journaliste d'un journal national, ou alors qui va sur un plateau de télévision situé à Paris pour parler d'un drame qui a lieu à l'autre bout de la France, du territoire, le journaliste a ce rôle que il est obligé, entre guillemets, on va dire, par pression, on va dire, économique aussi, et par le business model de la presse et de la télévision, de la radio, de réagir en direct sur un fait qui peut demander des mois, des années d'enquête. Donc l'équilibre à trouver est toujours très compliqué. Moi, dans le cadre de mon article, donc, j'ai discuté avec Florence Obna, Denis Robert et Patricia Touranchot, qui, tout au long de leur carrière,
ont eu à traiter des faits divers sur les dernières décennies et qui m'ont tous dit que le grand danger pour la presse est de devenir une presse accusatoire, à savoir que l'enquête judiciaire n'est pas terminée et la presse essaye de deviner à la place de la justice qui est le coupable, les justifications du ou de la coupable, les motivations qui sont derrière, comment est-ce que cela s'est passé. Le cas qui est très historique, c'est l'affaire du petit Grégory, qui a mené une faillite complète des médias là-dessus, à savoir que la France entière se prend de passion pour cette affaire, que des journalistes nationaux de Paris foncent sur les lieux, que des journalistes locaux en profitent aussi pour tirer leur épingle du nez et pour se faire connaître en multipliant les articles, en multipliant les apparitions à la télévision, à la radio, des fois sous pseudonyme. Ça aboutit à une faillite judiciaire en plus. C'est ça, faillite judiciaire. L'affaire du petit Grégory, pardon, est très connue pour cela parce que justement il y avait un couple de journalistes, donc c'était le couple Bézina, donc Jean-Michel et Marie-France Bézina, qui étaient des journalistes locaux. Et qui ont été pointés dans ce drame et dans la faillite des médias, car ils pigeaient pour une dizaine de médias en même temps, et des fois sous pseudonyme, parce que c'était les journalistes locaux, parce qu'ils connaissaient la police, parce qu'ils connaissaient l'entourage de la famille Villemin, donc la famille du petit Grégory. Ils connaissaient le juge, plus ou moins, qui était chargé de l'affaire. Et donc, ils inondaient la presse au niveau national et local de leur point de vue. Et il y a des cas qui sont documentés où, notamment, Jean-Michel Bézina est allé voir une partie de la justice et leur a dit « Moi, je suis persuadé que c'est la mère du petit Grégory qui a assassiné son fils. Vous devriez enquêter là-dessus. » Donc là, il fait une interférence dans l'enquête judiciaire et il fait des paris, entre guillemets, parce que lui, il est persuadé, du coup, il va incliner aussi ses articles et son travail journalistique, et il va incliner la justice là-dessus. Ce qui fait que une partie de la presse va reprendre ses accusations, va reprendre ses rumeurs, et ce qui fait que un couple qui est déjà endeuillé par la disparition, par la mort de leur fils, se retrouve accusé d'un meurtre sur lequel à ce moment-là, il n'y a pas encore de preuves. Il n'y a rien qui les incrimine, même si, bien sûr, ils sont suspects parce qu'ils sont toujours suspects que c'est les parents et que c'est leur enfant qui a disparu. Enfin voilà. Pour revenir à aujourd'hui... donc il y a ce truc de journaliste peut devenir juge ou policier. C'est ça, c'est le grand danger. Ouais, ok. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, un des problèmes, enfin je m'excuse Tom, je te coupe, mais un des problèmes, c'est qu'on retombe exactement dans ce délire de ces deux journalistes qui ont fait des unes. Vraiment, il y a eu des dizaines d'articles et des centaines d'articles sur Madame Villemin accusée du meurtre de son enfant, mère infanticide, ce qui était faux évidemment. Mais c'est qu'aujourd'hui, quand on met autour d'un plateau en fait des gens qui parlent d'un fait divers, en plus on les choisit en fait idéologiquement, c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde quoi, c'est des gens qui ont une idéologie et que c'est eux qui sont chargés de documenter, de faire une petite musique sur un meurtre, sur un viol, sur un fait divers quelconque. C'est tout sauf du journalisme, en fait. C'est de la discussion du café du commerce. Mais sauf que c'est ça, la petite musique qu'on entend, parce qu'ils sont un peu omniprésents. C'est des chaînes de télévision, c'est des stations de radio, c'est de la presse, en fait, aujourd'hui. Et donc, du coup, cette espèce d'omniprésence de discours, elle finit par imprégner les esprits. Et ça a quelles conséquences ? Ça a pour conséquence aussi une droitisation de la société. Il y a des choses aussi ces gens font des raids aussi, par exemple, quoi. Ils font des raids sur les réseaux sociaux, sur les papiers qui parlent de ces faits divers. Notre journal n'y échappe pas d'ailleurs sur ce genre de situation. Et il y a des raids numériques et aussi des raids dans la rue. Après Crépol, il y avait aussi des milices d'extrême droite qui s'étaient pointées dans des quartiers pour en découdre. Bien sûr, bah oui, mais c'est tout le. Ça a des conséquences. Ça a tout le foutre le bordel. Au final, c'est leur volonté profonde et intense. Et alors, si ça pète dans les quartiers populaires, là, pour eux, c'est la joie, tu vois, parce que ça montre l'ensauvagement. De ces régions. Pour eux, c'est ça, en fait. C'est vraiment leur façon de voir les habitants de ces quartiers. C'est vraiment leur façon
de voir la diversité de la population dans ce pays, et c'est quelque chose qu'ils essayent d'asséner. Ce qui note sur la télévision, comme à l'époque de l'affaire du petit Grégory, c'est pas forcément ce que partage la majorité des gens, en vérité. Forcément, quand l'affaire du petit Grégory, quand ça arrive sur Christine Wittmann, ça arrive pas tout de suite. L'accusation d'infanticide, entre-temps, s'était tombée sur donc Bernard Laroche, que Jean-Marie Villemain a tué. Donc il avait déjà fait, lui, de la prison, en fait. Et c'est à sa sortie de prison, quand sa femme est à nouveau enceinte, en fait, que cette accusation tombe, en fait. Donc à un moment donné où ce couple essaye quand même de se rétablir comme il le peut. Donc il y a vraiment un côté absolument immonde, mais un côté c'est plus généré par la raison, en fait. C'est généré par, là, en l'occurrence, une envie de faire du fric et une envie de se mêler, de faire une enquête. Les journalistes ne sont pas des enquêteurs policiers, en fait. Quoi. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes méthodes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire jaillir la vérité, bien sûr, qu'on le peut. Mais pour le coup, on ne fait pas le même métier, en vérité. On n'est pas chargé de rendre la justice. Et donc ces faits divers-là ont toujours été suivis par la presse. Mais en tout cas, c'est peut-être dans mon esprit, peut-être que c'est pas le cas. J'ai l'impression que les chaînes d'infos en continu ont vraiment investi ce terrain-là, et que les toutologues ont commencé à vraiment se prendre limite prendre du plaisir, de passion sur ces sujets-là. Maintenant, on peut enchaîner des 3 ou 4 heures sur Lola. Mais parce que c'est plus facile de parler dans le vide de l'affaire Lola, de Philippine ou de Thomas à Crépol, que de parler d'économie, que de parler de politique, que de parler de culture, que de parler de justice. C'est plus facile de faire ça en direct d'un studio que d'aller sur le terrain et de se coltiner la réalité des gens qui vont être dans la souffrance, l'interrogation, et d'essayer de comprendre les choses. Ça coûte plus d'argent aussi, en vérité. Les toutologues, tu les retrouves sur tous les sujets, mais ces sujets-là, qui choisissent, encore une fois, ils choisissent ces faits divers. Des faits divers, il y en a tous les jours, malheureusement, quoi. Tu vois, et des dizaines par jour, de l'enfant qui va s'ébouillanter avec une casserole, à l'enfant qui va mourir dans une piscine parce qu'une seconde d'inattention des parents, à la fille qui va se faire violer et assassiner, aux violences conjugales, en veux-tu, en voilà. Donc si tu veux, la question, les faits divers, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines par jour. Ils choisissent les faits divers sur lesquels ils vont intervenir, et ils les choisissent parce que ça correspond à une idéologie. Oui, tu as raison. Tu as raison de pointer que ces chaînes se gavent de ces sujets autour de ça, parce que c'est très regardé. Pourquoi c'est très regardé? Parce que ça touche au cœur des gens, en fait, quoi, tu vois. On se dit, évidemment, quand on voit la petite Lola, on se dit, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être ma fille, tu vois, évidemment. De rien ressentir. C'est impossible de rien ressentir, en fait, par au meurtre de quelqu'un. Et alors, le meurtre d'un enfant ou d'un adolescent, c'est encore pire, parce que c'est l'avenir qui est tué, en fait, quoi. Tu vois, on te tue l'avenir. Donc, c'est impossible de ne rien ressentir. À partir de ça, il y a 2 solutions, où tu décides de raison garder et de voir ce que disent la justice, la police, tout ça, etc., où tu décides de parler pour ne rien dire, en lançant des anathèmes, sans d'ailleurs connaître, tu vois, forcément les tenants ou les aboutissants. Et je te le dis, dans le cas de la petite Lola, où tu arrives au truc, si elle avait tué un gamin d'Algérie, ce serait moins grave que si elle avait tué en France. Mais à quel moment, en fait, quoi, tu vois, enfin, je veux dire, non, c'est pas le problème de cette femme, c'est qu'elle avait peut-être rien à faire en liberté, et qu'elle aurait dû être suivie avec des soins. Donc, si tu veux, oui, ça fait, mais on peut parler à l'infini. Vraiment, je pense que c'est plus facile de parler d'un fait divers à l'envie, en remuant toute la merde que ces gens sont capables de sortir sur tous les sujets, que de parler d'économie. Est-ce qu'il y a... déjà, je voulais remercier Medoli qui a fait le raid tout à l'heure. Je suis désolé, on était absorbé dans la conversation, j'ai pas eu le temps de te remercier, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Parce que là, on prend l'exemple évidemment de CNews et tout le bordel, mais est-ce qu'il y a des alternatives à ça, et des médias qui
qui les traitent mieux ou des journalistes qui les traitent mieux. Toi, je sais que tu es journaliste avec moi web, donc on fait souvent face à ce genre de faits divers-là. Comment est-ce que toi, tu peux les traiter en prenant peut-être un peu de distance sans tomber dans une sorte d'instrumentalisation? Le fait de bien traiter un fait divers plus que le titre de presse, que la chaîne de télévision en particulier, ça va être surtout une question de temps et de moyens, comme sur tout autre sujet, comme les sujets d'investigation, à savoir que si tu donnes le temps et des moyens à une journaliste pour traiter complètement un sujet, pour voir toutes les alternatives, pour prendre son temps sur l'écriture, sur la vérification des faits, le sujet sera bien traité. Il y a des exemples. Là, on parle beaucoup donc, de l'instrumentalisation des faits divers d'un côté point de vue négatif, d'un point de vue on va dire, de panique morale, notamment du côté de l'extrême droite. Mais il y a aussi des exemples inverses. Par exemple, si on prend le succès du numéro du magazine Society consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès, qui s'est vendu à peu près 400 000, 500 000 exemplaires, donc un immense succès. C'est un magazine qui donne 4 ans à 4 journalistes pour travailler un dossier qui, déjà à l'époque, était tombé dans certains travers du fait divers, à savoir où on lance des hypothèses, on cherche où s'est caché Xavier Dupont de Ligonnès, on accuse les mauvaises personnes, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a changé de pays, etc. Plusieurs années plus tard, on laisse du temps à des gens de travailler et ça emmène à une longue enquête qui est fouillée, qui est précise, qui se base sur les faits, sur des enquêtes judiciaires et qui marche et qui intéresse les lecteurs sans avoir à tomber dans la panique morale ou dans l'instrumentalisation. Donc il est possible aussi, justement, par exemple, on a commencé à aborder ça un peu plus tôt dans la discussion, mais le fait d'avoir réussi à imposer le terme de féminicide dans la presse et d'avoir montré que ce n'était pas seulement, on va dire, des affaires de mœurs et que c'était plus que ça, à savoir un phénomène sociétal, structurel, politique, qui est lié à des questions de sexisme, de patriarcat, ça part aussi de la presse et de journalistes qui se sont emparés du sujet, qui ont pris leur temps pour travailler, qui ont rabâché avec des articles, avec des enquêtes, qui sont allés questionner les victimes, qui sont allés questionner des spécialistes, qui se sont penchés sur des enquêtes judiciaires et qui ont démontré A plus B de A à Z qu'il y avait un phénomène politique et sociétal derrière et qu'on ne pouvait pas décemment le remettre en cause. Je pense par exemple au travail de Lorraine de Foucher, qui est une journaliste au Monde et qui travaille beaucoup sur des sujets féministes, sur le féminicide. C'est aussi elle qui avait fait une très longue enquête fouillée sur ces mères qui abandonnent leurs enfants dans des poubelles. Quand tu prends le cas de manière isolée, tu peux tomber dans cette panique morale, tu peux accuser la mère. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un récapitulatif de toutes les affaires qu'il y avait eu sur les derniers mois, dernières années, où des mères avaient abandonné leurs enfants dans des poubelles. Elle a remarqué que c'est un processus qui se répétait, quelle que soit la position à travers la France et sur les dernières décennies. Donc elle a récupéré tout ça et elle en a fait un long travail en discutant, en essayant de reprendre contact avec ses mères, en prenant contact avec des proches, en prenant contact avec des spécialistes, avec des juges, avec des avocats, etc. Et elle a fait un très long travail et elle montre que c'est aussi un phénomène qui est issu justement de ces problèmes de sexisme, de patriarcat, et ce qui fait que la mère se retrouve très souvent seule à devoir gérer un enfant, que l'accès à l'IVG n'est pas forcément automatique, même aujourd'hui en France, pour certaines de ces femmes. Et donc, leur dernière solution pour survivre elles-mêmes, c'est de devoir abandonner cet enfant. Et ce n'est pas juste un acte de cruauté, c'est aussi leur seul moyen de survie. Et donc, c'était un phénomène qui dépassait juste le fait divers pur, comme on l'entend. Et donc, il y a plein de cas comme ça. Et un autre cas qui est historique, c'est le livre de Gilles Perrault qui s'appelle « Le pull au vert rouge », qui a lancé un débat national sur la peine de mort, parce que le livre revient sur l'affaire ayant amené Christian Ranucci, donc un jeune homme, à être exécuté pour le meurtre d'une jeune fille de 8 ans, Marie-Dolores Rambla. Donc il avait été accusé, notamment parce qu'on avait retrouvé des affaires de la fille dans sa voiture, si je me souviens bien. Tu me dis si je me trompe, mais de mes souvenirs, c'est ça. Et en tout cas, lui se retrouve à proximité, etc. Sous le coup de la pression, dans l'interrogatoire, il avait avoué le crime, mais sans qu'il y ait de preuves précises que c'était bien lui l'auteur. Il a été exécuté. Et donc, Gilles Perrault en fait un livre enquête très fouillé qui demande des mois et des mois de travail. Il reprend toute l'affaire, il reprend tous les dossiers judiciaires, il va réinterroger les personnes. Il sort un livre
qui ne prouve pas que Christian Ranucci est forcément innocent, parce que de toute façon, Christian Ranucci ne peut plus parler, il exécute, etc. Mais il lance le débat, il dit « et si on s'était trompé ?» Et juste cette question crée un vertige qui amène à questionner le fait de perpétuer la peine de mort, qui amène un débat au niveau national. Le livre est un immense succès, il y a plusieurs titres de journaux, des intellectuels, des philosophes comme Michel Foucault qui s'emparent de l'affaire. Badinter aussi a utilisé ce livre et cette enquête aussi pour abolir la peine de mort quand il s'est battu là-dessus. Enfin voilà. Donc, il est possible aussi pour les journalistes d'investir les faits divers et d'en ressortir quelque chose de positif, de progressiste. Mais le truc qui est super intéressant, c'est que l'extrême droite réagit à chaud, à l'immédiat. Et en tout cas, pour démonter leur argumentaire, il faut du temps. Oui, alors, il faut du temps. Et en fait, en plus, en même temps, moi, j'ai été très frappée par ce que me disait Alice Géraud, qui a travaillé sur le violeur de la Sambre. Donc, cet homme qui a fait sur 30 ans une cinquantaine de viols dans la Sambre, donc dans l'est de la France, qui a eu d'ailleurs un deuxième jugement là, il y a quelques semaines de ça, en fait, parce qu'ils en ont encore trouvé en Belgique des viols. Et elle a fait une enquête au long cours. En fait, au départ, elle part sur cette enquête, comme ça, tranquillou, en se disant qu'elle va en faire pour les jours, hein, le site des jours, des épisodes, qu'elle va suivre ce procès comme elle suit d'autres procès. En fait, elle commence à rencontrer des victimes. Elle se rend compte que ces femmes sont complètement cassées en mille morceaux, qu'elles n'ont pas été écoutées à l'époque. Elle se rend compte du nombre de victimes, en fait, et elle prend le vertige, d'autant plus qu'on ne sait pas s'il n'y en a pas d'autres encore qui sont cachées dans les placards. Donc, et elle dit, au moment où je prends conscience de ça, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir en faire des papiers classiques, et je ne vais pas pouvoir faire des papiers comme j'en fais pour les jours, comme j'en fais pour... voilà. Elle se lance dans cette enquête, et ça va être un truc global qui va courir jusqu'au procès. Et en même temps, elle veut montrer que ça a aussi été un système, grâce à un système que ce mec n'a pas été chopé, avant. C'est-à-dire que c'est les plaintes des femmes qui sont pas prises au sérieux, c'est les femmes qui arrivent et qui sont renvoyées à la façon dont elles sont habillées, à la façon dont elles se sont conduites, à ce qu'elles se faisaient sur cette route à cette heure-ci, et tout ça, etc. Par les gendarmes, en fait, et la police à l'époque. C'est une jeune juge qui prend l'affaire en main et de façon assez teigneuse, mais qui se retrouve donc dans les années 90, seule juge femme et jeune dans un tribunal où il n'y a que des hommes bien âgés et bien en position de puissance. Donc elle se fait retirer l'affaire et elle dit tout ça n'a pas aidé, en fait. Il y a une forme de patriarcat, et donc elle veut faire la démonstration, et donc elle fait ce livre, voilà, qu'elle a fini après la série. Je vais y venir tout de suite. Mais elle dit aussi, et c'est le cas pour le livre du Monde, c'est le cas pour les enquêtes de Lorraine de Fouché. Elle a aussi coordonné pour le Monde un formidable hors-série sur 100 féminicides décortiqués, en fait, qui montre que c'est toujours la même, enfin ça fonctionne toujours de la même façon, qu'il y a un système. C'est que ça s'adresse à une niche de gens, en fait. Elle dit, au mieux, elle bossait à Libération avant, je touche quelques dizaines de milliers de lecteurs. Or, à un moment donné, sur ces questions-là, il faut frapper fort. Et elle donc, c'est un travail qui lui a demandé quand même plusieurs années, de 4 ans, je crois, de travail pour que ces femmes qui avaient souvent jamais parlé, elles ont eu un poids de leur famille, de la société aussi sur elles fort. Elle a dit, mais peut-être que la seule solution, ça a croisé une envie qu'elle avait, mais c'est d'en parler en fiction, quoi, en fait. Et parce qu'avec la fiction, tu touches pas des dizaines de milliers de personnes, mais tu touches des millions de personnes, en vérité. Et c'est ce qu'elle a fait en confiant le scénario de Sambre à Jean-Xavier de Lestrade, qui a donc été diffusé en 2023. Et avec une fiction exemplaire qui montre ce système qui a permis à un mec d'échapper aux viols en série qu'il a fait pendant 30 ans, quoi. Mais donc se pose la question du temps, quand les gens qui sont dans les tautologues, comme tu les appelles, eux sont dans l'instant.
Alors que si on est un journaliste un peu consciencieux, on n'est pas dans l'instant, on est dans la durée. Et dans l'instant, on va mettre des points d'interrogation. Et se pose la question après du nombre de personnes à qui tu parles, quand ces gens-là parlent à une quantité de gens importante, vu qu'il y a plein de ces médias qui appartiennent à des milliardaires d'extrême droite. Et puis ça fait bouche à oreille, moi. Et mon père, il me répète ce que me dit CNews. Dis à ton père d'arrêter de regarder CNews. Ouais, j'essaye. Ouais. J'essaye. Mais il y a le même exemple avec l'affaire Quanta récemment, à savoir que à l'époque où l'affaire Quanta explose, la presse tombe justement dans cette pulsion meurtrière, etc. Donc tombe dans tous les travers que l'on peut reprocher à la presse sur le traitement d'un tel fait divers. Même des années plus tard, Quanta peut toujours terminer en une de magazine culturel, etc. 2017. Voilà. Donc très récemment. Puis arrive cette série documentaire sur Netflix qui amène donc un travail de longue haleine qui reprend. C'est une contre-enquête en fait. Et très souvent, il y a des très nombreux cas de contre-enquête qui reviennent sur une affaire comme Xavier Dupont de Ligonnès avec Society. C'est des contre-enquêtes qui arrivent sur la durée, qui arrivent après, on va dire, après la tornade d'émotions, de presse, d'invectives, d'accusations. Qui reprend le fil de l'affaire judiciaire, qui va interroger une nouvelle personne, qui prend son temps pour réfléchir. Et ça a des répercussions, comme on peut voir là récemment avec l'affaire Quanta, c'est-à-dire que l'affaire est redevenue sur le devant de la scène, en bien et en mal, quand on voit par exemple que, si je me souviens bien, c'est Paris Match qui a fait une justement sur la retraite de Bertrand Cantat qui ne peut plus sortir dans la rue tranquillement, etc. Donc Paris Match qui était dans le giron Bolloré jusqu'à il y a quelques semaines, mois, et ça a été racheté par le groupe LVMH, donc Bernard Arnault, mais donc ça reste des grands milliardaires, des multimilliardaires qui ont des projets réactionnaires, libéraux derrière, enfin voilà. Tout ça pour dire que même si c'est une affaire dont l'ampleur n'a pas été jugée pertinemment par la justice, par la presse à une époque, peut ressurgir des années plus tard, des décennies plus tard, et toujours avoir un impact sur la société, parce que même si l'affaire est il y a 20 ans, 30 ans, ça reste souvent des mécanismes qui se répètent sur la durée, et à partir du moment où on met le point sur ces mécanismes et qu'on peut en parler, on peut s'en servir pour faire évoluer la législation, le rapport de la presse par rapport à telle ou telle affaire. Pareil pour la vague MeToo, ça sort d'une enquête aussi du New York Times sur la longueur, qui vient rappeler des faits qui se sont passés des années, des décennies avant. Et juste parce que deux journalistes ont travaillé, ont tenu tête face aux invectives et aux menaces des avocats de Harvey Weinstein, ont sorti leur enquête, et ça a amené à l'évolution qu'on l'a vu par la suite, à savoir une prise de conscience au niveau mondial, un débat qui s'ouvre, des voix qui se multiplient de victimes, des médias qui s'emparent du sujet, qui se remettent en cause la manière dont ils ont traité ces affaires auparavant, et voilà, donc on voit un cheminement qui se crée. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette manière de procéder, elle se renforce dans les prochaines années, ou est-ce que nous on a un rôle à jouer? Là par exemple, je pense à dernièrement l'affaire d'agression sexuelle sur des nourrissons dans un hôpital c'est Montreuil? C'est à Montreuil, oui. Montreuil. Au début, ils avaient épinglé comme infirmière une fille qui s'appelait Leïla, alors que c'était totalement faux. Et en fait, c'était une infirmière qui s'appelait Juliette, ou je sais plus comment elle s'appelle. Pas longtemps avant, il y avait eu quelque chose avec un gamin qui avait poignardé une gamine. Au début, ils avaient dit que c'était un rebeu, ou je sais pas ce que c'était. En fait, c'était un blanc de blanc. Est-ce que j'ai l'impression de les voir de plus en plus. J'ai l'impression qu'ils utilisent n'importe quel fait divers pour alimenter leur... C'est justement pas n'importe quel fait divers. Oui. Il y a une question là sur est-ce que vous avez déjà refusé de traiter un fait divers. En fait, la question elle se pose pas exactement comme ça, c'est-à-dire que le fait divers, il y a celui qui est dans toute la presse et auquel vous pouvez difficilement échapper. Je pense à Lola, je pense à Philippine. À un moment donné, quand ça tombe dans la presse à ce niveau-là, il faut aussi en avoir quelque chose à dire. Il faut s'en emparer. Ou vous en parlez sur
en allant vous-même rencontrer les témoins, rencontrer les victimes, tout ça, etc. Et donc en faisant votre travail de journaliste de terrain, où vous prenez quand même des pincettes, où vous décidez, si jamais vous décidez de ne pas en parler, c'est aussi un choix en fait. C'est-à-dire que de ne pas... Tous les jours, un journal, il est composé de choix. C'est-à-dire que vous pouvez aussi voir la ligne éditoriale d'un journal au sujet qu'elle traite et au sujet qu'elle ne traite pas. Nous, notre faute... on ne fonctionne pas sur le fait divers, en vérité. Nous, en vrai, on en traite très peu. On en traite très peu. Cela posé, quand ça nous est arrivé, et je pense au travail magnifique qu'avait fait Anne Sicot dans les années 90 sur l'affaire du Portel, en fait, où des jeunes femmes avaient été tuées par des marginaux en fait, et où elle avait fait un travail vraiment. Elle était restée plus d'une semaine ou 15 jours, je sais plus, sur place, mais elle avait fait un travail remarquable qui recontextualisait, encore une fois. Nous, on n'est pas à la recherche des coupables et des on va pouvoir juste contextualiser quelque chose, mais non, on refuse pas a priori de traiter un sujet. On se pose la question sur est-il pertinent ou pas de se traiter un sujet, a-t-on les moyens ou pas de le traiter et de le traiter correctement. Souvent avec juste l'AFP, c'est pas forcément l'idéal non plus pour traiter ce genre de choses. Et j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai dit que Sambre c'était dans l'Est, et il y a un internaute qui m'a fait remarquer que c'est dans le Nord, et il a complètement raison. Je suis désolée de la mécarte. Tu as parlé de l'AFP, donc l'agence France-Presse. Un cas d'exemple donc de traiter un fait divers que à partir de l'AFP. Par exemple, le meurtre d'Aboubacar Cissé, si je me souviens bien, mais je ne crois pas me tromper, la première dépêche, donc texte publié par l'agence France-Presse, parlait d'une altercation entre fidèles, d'un meurtre fait d'un fidèle à un autre dans une mosquée. Donc si tu te bases sur la première version de l'AFP pour sortir l'info plus vite, tu sors un article où tu dis 2 fidèles musulmans lors d'une prière seront une altercation et l'un d'entre eux est mort. La suite de l'enquête et les informations qui en ont découlé, la vidéo qui s'est diffusée du meurtre ont prouvé que c'était pas 2 fidèles qui avaient une altercation, et que c'était justement le meurtrier qui s'est fait passer pour un fidèle pour pouvoir rentrer et ensuite qui a assassiné Aboubacar Cissé. Donc il y a aussi justement cette question de timing de comment tu traites le fait divers. Est-ce qu'on le traite tout de suite? Est-ce qu'on voit comment ça évolue? Par exemple, un cas de fait divers récent qui a traité l'humanité sur la longueur, c'est le procès de Mazan, le procès des viols de Mazan. On ne pouvait pas ne pas passer à côté au vu de l'ampleur nationale et même mondiale. Parce que ça, du coup, est-ce que ça ne devient pas un fait de société plus qu'un fait divers? Mais à la base, tout fait divers est un fait de société, en fait. Tu vois, je vais dire un féminicide, un infanticide, un meurtre par couteau, par exemple. On voit bien que les meurtres par couteau, aujourd'hui, chez les jeunes, ça prend une proportion inquiétante, en vérité. On le voit, il y a des chiffres, c'est documenté. Donc ça rentre dans un fait de société. Pourquoi ce souci-là? Mais non, je ne pense pas qu'on puisse dire que... Et c'est intéressant que tu parles de l'AFP et des médias en général, des premières dépêches, parce qu'on sait, au journal, ce qui fait beaucoup de vues dans les journaux en ligne, en tout cas sur la presse numérique, les faits divers, ça fait énormément de vues. Ce que l'on sait sur l'agression d'un ce que l'on sait. Et du coup, il y a ce besoin d'immédiateté sur l'information sur les faits divers qui peut pousser, par exemple, l'AFP... à poster ce genre de machin et à colporter des fake news. Et ça, c'est profondément dommageable. Oui, profondément dommageable. Et ça participe. D'où l'intérêt, des fois, de prendre un temps de recul, même si ça coûte quelques dizaines d'euros en mois. Parce qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait divers, ça vient te choper aux tripes, en fait. Donc, c'est le truc où tu te dis, pourvu que ça n'arrive jamais à l'un des miens, en vérité. Tu vois, c'est justement ça. Donc la question, s'il y a un meurtrier en liberté, tu vas avoir envie qu'il se fasse choper le plus vite possible. Et donc, du coup, c'est pour ça que les gens sont aussi addicts. Et après, il y a aussi la question de la proximité. C'est-à-dire que, par exemple,
pour un Le mort journal, kilométrique. oui, c'est le mort kilomètre, ouais. S'il y a un journal local qui traite pas d'un meurtre, d'un féminicide, d'un infanticide qui a eu sur son territoire, il va déjà se prendre une bronca de la part de ses lecteurs, mais c'est quasiment une faute en fait, quoi. Tu vois, en vérité, quand t'es au niveau national, tu peux difficilement faire ce travail-là, en fait, de recension tous les jours des faits divers, et tu n'as pas des gens partout pour vérifier ce qui s'est passé et ce qui est les faits bruts, en vérité. Donc voilà, c'est souvent le problème. La première dépêche, effectivement, elle peut te dire des choses qui sont fautes, mais qui t'alertent sur une situation. Ça va dépendre aussi de la façon, effectivement, dont les médias le reprennent derrière. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aussi, nous, on a cette tradition-là de ne pas foncer tête baissée sur les faits divers. Mais non, on regrette jamais d'avoir traité un sujet. On espère surtout ne pas le maltraiter. Voilà, c'est surtout ça le sujet. Eh ben, merci beaucoup, les amis. Ben, c'est nous qui te remercions. Ça fait un plaisir. Le chat a l'air de s'embrouiller sur. Oui, je vois ça. On veut pas de racistes et de fachos ici. Les racistes et fachos, cassez-vous. Ouais, il y avait quelqu'un qui disait que l'observatoire. On n'y échappait pas sur les réseaux sociaux de l'UMA à la fachosphère, mais c'est une réalité. Il y a des raids de temps en temps sur certains sujets, sur les réseaux sociaux, sous nos publications. Sur les publications Instagram ou Twitter. C'est vraiment de la folie. C'est intenable. Ouais. Voilà, ils savent très bien faire ça aussi. Ils sont même bons à ça. Oui, ils sont très bons, mais comme quoi la raclure. Est-ce que parfois ça vous dégoûte, ça? Ah, moi, ça me. En dessous de liens de vos articles, alors, à la fois, ça me dégoûte parce que ce qui me dégoûte, c'est pas que ça existe, c'est pas que ce soit sous mes articles, c'est que ce genre de discours se tienne, en fait, quoi, tu vois. Après, il y a aussi quelque chose qui souvent me réjouit, c'est qu'on a des lecteurs qui sont assez réactifs là-dessus, et voilà, quoi. C'est vrai, ça. On peut pas être, on n'est pas assez nombreux à l'UMA pour faire. Même si Olivier Chatrin fait très bien le boulot aussi. Oui, chez Olivier, mais Olivier, parce qu'Olivier, c'est quelqu'un Olivier était très fan de ça. Il adore répondre. Voilà. Mais oui, c'est agaçant, mais tu peux malheureusement, on va pas fermer les commentaires pour une bande de crétins, quoi. Donc voilà, c'est pas. En plus, vraiment, il y a aucun débat possible. Hein. Enfin, non, tu peux pas débattre avec eux, cassez-vous. Parce que il y a aucun débat possible, et en même temps. Il y a des moments donnés, si on ne peut pas supprimer le commentaire pour des raisons X, Y, Z, parce qu'il y a certains commentaires qui auraient vocation à être supprimés, mais on n'est pas assez nombreux non plus pour faire ce travail-là tout le temps. Mais il y a leur répondre et ne pas leur laisser le dernier mot sur le sujet. Moi, ça fait partie des petits plaisirs personnels que je me fais de temps en temps. Donc après, Tom le sait, après j'arrive tout énervée parce que je me suis embrouillée avec un connard pendant 2 heures sur le sujet, mais voilà, dans le métro pendant mon trajet. Mais oui, ça fait partie des. Mais en plus, on le sait que il y a des gens comme ça. Enfin, ça fait partie des méthodes de la fachosphère. Ils ont des comptes et des pléiades de faux comptes aussi. Donc des fois c'est la même personne qui est sous 25 identifiants possibles et qui vont te balancer en mode raid le même argumentaire et tout ça. Et effectivement, il y a un moment donné, on a le droit de dire tout ça, stop. C'est stop, quoi, en fait. Voilà, quoi, c'est pas un déversoir. Et puis surtout, mange ton vomi, quoi, camarade, hein, parce que voilà, c'est juste horrible ce que tu es en train de sortir, quoi. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup, Caro. Ben, merci à toi, beaucoup, Pierre-Antoine.